Oui, je fais tout en anglais, ça gêne personne. C'est un cours. D'abord, première question. Qui a déjà lu un livre de Jane Austen en français ou en anglais? Et qui a vu un film ou une série? Ok. Pas mal. J'avais dit, d'abord je vais parler un peu juste moi, rapidement de Jane Austen, qui elle est et ce qu'elle veut dire pour moi, et après je vais laisser nos deux auteurs s'exprimer sur plein de sujets. Donc Jane Austen, c'était la fin du 18e, début 19e siècle, 1775 à 1817. C'est une écrivaine anglaise célèbre pour ses romans qui explorent les questions de mariage, de classe sociale et de relations humaines. Elle est née à Steventon dans la Hampshire, donc c'est une partie du pays assez vert mais aussi assez aisée même de nos jours. Elle était dans une famille aisée et elle était la 7e de 8 enfants. Elle a écrit 6 romans majeurs: Raison et sentiment, Orgueil et préjugés, Mansfield Park, Emma, Persuasion, et Northanger Abbey. Et les 2 derniers étaient publiés de façon posthume. Elle est connue pour son style qui se caractérise par une ironie subtile et une observation précise des mœurs sociales. Et elle a eu un peu de succès de son vivant, mais elle a surtout gagné en popularité après sa mort et est devenue classique de la littérature anglaise. Dans sa famille, elle a connu aussi des hauts et des bas, parce que, comme je disais, elle est née dans une famille assez aisée, mais ensuite ils ont déménagé dans une maison plus petite. Et après la mort de son père, elle était logée chez son frère d'abord, et après dans une maison encore plus petite. Donc elle a expérimenté elle-même la situation des femmes sans un homme à la maison et le manque d'opportunités en fait pour s'améliorer. Donc je pense que ça l'a inspirée. Elle est morte à l'âge de 41 ans, donc elle a fait tout ça en très peu de temps. Et aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des romancières les plus grandes en Angleterre. Elle a étudié en Angleterre au collège, au lycée et à l'université, bien sûr. Et je voulais vous dire ce que voulait dire Jane Austen pour moi. Quand j'avais 15 ans, je crois, à peu près l'équivalent de 3e, on m'a donné Orgueil et préjugés à lire en classe. Et je suis rentrée, j'ai commencé à lire, je suis rentrée et j'étais en colère avec ma mère. Et je dis, pourquoi tu ne m'as pas offert ce livre avant? C'est pas possible. Tu sais que j'ai lu Jane Eyre, que j'ai adoré. J'avais lu Rebecca de Daphné du Maurier, qui n'est pas le même style, mais quand même. Et elle ne m'a pas dit que Jane Austen existait. Et vraiment, elle m'a dit, ouais, non, je n'ai pas pensé. Et après, pour le bac, on a dû étudier Mansfield Park. Et je me souviens que je me disais, c'est bizarre que la prof, elle nous donne des trucs à lire qui sont super sympas. Et donc, c'était quand même mon auteur préféré de ma jeunesse. Et je vais maintenant me tourner vers les invités et leur demander de se présenter et présenter peut-être leur livre le plus récent. Le plus récent. Je suis désolée. J'ai pas du tout pensé à l'année, je suis désolée. Non. Bon, ça ressemble à une encyclopédie, ce que j'ai fait. Je sais pas trop quoi. Comment. Bon, je présente le livre alors. Ok. Nous dire pourquoi. Qu'est-ce qui t'a inspiré de faire une encyclopédie? Bah, c'est pas moi. J'ai beaucoup de chance. Merci. J'ai beaucoup de chance parce que je suis sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps.
Et puis, je divague un peu sur une page Facebook qui s'appelle Jane Austen Lost in France. Et puis, il y a 2 ans, avec des amis, on a monté un projet pour partir au festival Jane Austen à Bath. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une page Instagram. Et il se trouve que je ne le savais pas à ce moment-là, mais il y avait une éditrice qui m'avait repérée quand j'avais commencé à raconter les préparatifs du voyage, des photos sur place, etc. Donc ça, c'était en 2022, septembre 2022, festival 2022. Et en octobre 2022, il y a Gwen, donc mon amie qui a coécrit l'encyclopédie, Gwen Giré, qui me contacte sur les réseaux. On était amis mais sans plus, et elle me dit, écoute, Hachette m'a contactée pour me demander de réfléchir à l'idée d'écrire une encyclopédie visuelle sur Jane Austen. J'ai pas envie de la faire toute seule, d'ailleurs je suis incapable de la faire toute seule. Je te demande de la faire avec moi parce que je sais que tu aimes bien, tu t'y connais, voilà. Je dis, bon, bah, ça va se réfléchir. Donc, on communique avec l'éditrice qui s'appelle Lucie Levron, qui était chez Hachette à l'époque, et on se téléphone, on discute, et elle me dit moi je suis votre page depuis très longtemps sur les réseaux, et j'ai vu vos comptes rendus du festival, et ça m'intéresse beaucoup. Je cherche justement quelqu'un qui l'a vécu et qui peut le raconter sous forme de petits guides, conseils. Ça ferait partie de l'encyclopédie, et puis ça me paraît, ça n'a jamais été fait avant, ça peut être une bonne idée. Et bien sûr, dans des cas comme ça, on vous demande un petit test d'écriture. Et je lui dis, si vous voulez, je peux vous faire ça en guise de test. Je peux vous rédiger une espèce de carnet de route à la façon Guy du Routard pour vous raconter comment s'est passé le festival. Et moi, j'avais préparé ça pour mes amis. En fait, on avait préparé ça super bien avec des réunions et tout ça. Et avec une amie qui s'appelle Alexandra, on avait vraiment fait des flyers, des petits carnets pour tout le monde, des goodies. Et j'avais préparé tout ça, une liste de choses à pas oublier, des conseils. Enfin, j'avais tout ça tout prêt. Donc, je me suis inspirée de ce que j'avais déjà écrit. J'ai rédigé le carnet de route du Festival de Bath, tel qu'il est dans l'encyclopédie. Ça n'a pas changé. Et puis, elle m'a dit, écrivez-moi aussi un petit paragraphe sur un sujet que vous voulez. Moi, j'étais pas du tout inspirée parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas du tout comment on allait distribuer les infos, les rubriques et tout ça. Et je suis partie comme ça, sur, comme l'exercice que nous a fait faire Marie tout à l'heure. Je suis partie d'une idée sur le nombre d'argent qu'avait gagné Jane Austen pendant de son vivant. Ce qu'elle avait pu gagner en termes d'argent. Quand on imagine combien sont vendus ces livres actuellement, tout ça, et je mesure ce décalage comme tout le monde, et je suis partie sur ça, et ça a donné l'introduction qui est quasiment pareil dans l'encyclopédie, qui commence avec des chiffres comme ça. Et quand j'ai donné ça à l'éditrice, elle m'a dit mais c'est vraiment original, j'aurais pas pensé, c'est super et tout, et là c'est parti. Gwen a rédigé la partie test, c'était sur les amours de Jane Austen. Et ça l'intéressait beaucoup parce qu'elle est entrée dans l'univers de Jane par Becoming Jane, le film, donc, qui raconte une histoire fictive d'amour entre Jane Austen et un jeune homme de son entourage. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Et ça a duré beaucoup moins longtemps qu'on l'aurait voulu, parce que quand c'est un travail de commande comme ça, il y a une échéance assez rapide. Et la chance qu'on avait, c'est que Gwen et moi, on était quand même assez... on était assez passionnés pour se faire confiance l'une l'autre aussi, et se dire qu'on était capable de recracher des infos sur Jane Austen comme ça. Le plus dur, ça a été l'élaboration du plan, je dirais, et les rubriques, comment on allait répartir toutes ces infos. Et on a commencé à travailler d'abord sur ça, je dirais moi ce que j'ai appelé le squelette du livre, le squelette, c'est ça qui nous a pris plus de temps. Ensuite, on s'est mis d'accord très vite sur le fait d'aller en Angleterre pour faire des enquêtes. C'était pas question pour nous de ne pas s'imprégner, il fallait qu'on aille en Angleterre, et on l'a fait vraiment sérieusement. Et on voulait aller, comme tu as parlé de Steventon, c'est là où elle est née, oui. On voulait aller là, parce qu'on s'est dit c'est là que tout a commencé.
Et j'ai de la chance, j'ai de la famille en Angleterre. On est allé dans le Hampshire et la sœur de ma tante nous a emmenés en voiture parce que c'est un endroit un peu inaccessible. Hein. Je ne sais pas si tu connais Bridget Non, je sais pas Stevenson. vu, Ouais. C'est pas facile d'accès. C'est pas facile d'accès et on a pu y aller en voiture. Bah, si, le Hampshire c'est super touristique. Oui, mais Stevenson c'est assez. Voilà, il y a des bus, mais c'est des bus scolaires. Quand j'ai fait ma petite enquête, j'ai vu et nous on est allés un week-end, donc c'était pas possible. C'est pas la tournée de Jane Austen. Non. Donc on a eu la sœur de ma tante qui s'appelle Joyce, qui nous a emmenés en voiture. Et en plus elle a été géniale, elle nous a laissé tout notre temps. Parce qu'on a commencé à marcher. Et quand on décrit dans l'encyclopédie, elle a marché tel chemin, on l'a fait. Avec Gwen, on pensait à ça, on était un peu folle, hein, on s'est imprégné de tout ça. Et on est allé à l'église qui s'appelle Saint Nicholas Church, c'est l'église où officiait Monsieur Austen, enfin le révérend Austen. On a vu des tombes avec le nom Austen dessus, on a vu, c'était super émouvant. Maintenant c'est très riche comme tu dis, hein, il y a beaucoup de très belles villas aux environs. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'espace aussi vide. Tu peux te promener, on avait l'impression d'être immergé à son époque. C'est presque pas pollué par la modernité, tu vois, c'est assez sauvage, assez typique. Enfin, c'est l'image qu'on s'en faisait nous déjà. Donc, ça a été très émouvant de voir que ça ressemblait à quelque chose qu'on avait pu imaginer. Et à partir de là, ça c'était en février 2023, à partir de là, on a commencé la phase d'écriture. Ça a été vraiment assez douloureux. Parce que il faut sortir des choses. Ça a beau être une encyclopédie et pas notre vie, ça reste nos mots et ça reste nos choix quand on a choisi de parler de certaines choses ou pas. Dans la vie de Jane Austen, par exemple, moi j'ai choisi de bien développer la fin de sa vie, la partie qui s'appelle Winchester. Je me suis littéralement fait pleurer quand j'ai écrit sur sa mort, quand j'ai dû lire différentes biographies qui racontaient comment elle est morte, et le fait de savoir qu'elle a tant souffert physiquement, et qu'elle a commencé à avoir du succès quand elle est morte, c'était quelque chose de dur à lire, à restituer, parce qu'évidemment on l'aime, et ça nous faisait de la peine comme si c'était une personne qu'on connaissait. Je crois que Gwen et moi s'est vraiment attaché à elle. On a eu l'impression aussi qu'elle nous a accompagnés le temps de la lecture. Je raconte une petite anecdote. On a enquêté aussi sur sa famille, mais il y a une partie qui est consacrée à sa cousine Elisa. Elle a vécu en France, Elisa, elle s'est mariée avec un comte français, et on a retrouvé sa tombe dans un petit coin de Londres, Saint John à Hampstead, je la connais. C'est un quartier épais d'ailleurs aussi encore. Hein. Et en fait, cette tombe, elle avait un peu disparu derrière de la mousse, derrière des feuilles. Et avec eux, on savait qu'elle était là, puis on a vraiment exploré toutes les tombes, on a fini par la trouver. Et on a commencé à nettoyer la tombe, littéralement, la tombe d'Eliza. Et on ne savait pas à ce moment-là, bien que c'était documenté dans les livres, mais on n'avait pas encore poussé notre investigation si loin. Et nous, on a eu l'impression de découvrir en fait qu'elle était enterrée avec sa maman. Sa maman, c'est Philadelphia Austen, la sœur de Monsieur Austen, donc la tante paternelle. Et on découvre encore un petit nom en dessous, c'est Hastings. C'était le fils de Eliza qui est mort à l'âge de 15 ans. Et donc il y avait ces trois personnes dans cette tombe devant nous littéralement. Et moi j'ai eu le sentiment, j'ai dit à Gwen, qu'ils étaient là derrière nous en train de nous regarder. Qu'ils étaient... l'Angleterre, il y a plein de fantômes. Hein. Et on a vraiment eu ce sentiment. Et puis qu'ils étaient venus me dire, allez-y, on vous donne l'autorisation d'écrire sur nous. On n'a pas ressenti de gêne. On n'a pas ressenti qu'on faisait quelque chose de pas bien, en fait. Et après, ça nous a porté tout le reste de l'écriture, de se dire, quelque part, comme on n'avait pas eu si tu veux, à chaque fois qu'on avait un problème, on trouvait une solution, parce que c'était pas toujours simple, cette écriture-là. À chaque fois, vraiment, et on s'est dit, c'est comme si on avait une bonne âme qui veillait sur nous et qui nous encourageait à le faire, parce que c'est pas rien d'écrire sur Jane Austen. On a vu la pile de biographies qui existent sur elle, d'articles. Et vous, c'est combien de pages? Nous, c'est 312. Mais on a beaucoup d'illustrations quand même. Oui. Ouais. Oui. Donc on s'est posé la question de la légitimité qui en était pour écrire sur elle. Est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'on veut apporter de plus? À quoi ça sert?
tout le syndrome de l'imposteur, tout, on est passé par toutes les phases, hein, c'était pas évident. Hein. Mais finalement, on s'est senti accompagné, ouais. Je dirais quelque chose comme ça. On s'est senti. Il y avait comme ça une présence bienveillante au-dessus de nous et ça nous a aidé à continuer l'écriture. Et ça nous porte encore. Ouais, je dirais quelque chose comme ça. Ça y est, j'ai bien détaillé. Oui, c'est traduit en combien de langues maintenant, Claire? Pas beaucoup, Brigitte. Deux. Oui, on a eu la Et chance. il est sorti il y a un an, il est déjà traduit. Oui, alors il est sorti le 13 octobre 2023. Et très vite, on a appris qu'il avait été acheté en anglais. On n'avait pas le droit de le lire tout de suite, comme ça. Et donc maintenant, il existe en anglais. Il est sorti fin septembre en Angleterre, au Royaume-Uni. Et il est sorti au niveau mondial le 12 novembre. Quand je dis niveau mondial, ça veut dire dans... Australie. Ah, oui, voilà, des pays comme l'Australie, les États-Unis, le Canada, les pays asiatiques qui vendent des livres en anglais, les pays scandinaves aussi. Et il est sorti en espagnol juste le jour d'après, le 13. Et il va sortir en Amérique latine, normalement. Mais il est déjà sorti en espagnol. Et pour en parler, moi je dis toujours, c'est pas seulement plein d'informations sur la vie, les œuvres, et puis les adaptations télé et films aussi, mais c'est aussi en soi un super bel objet. C'est le papier, il est magnifique, c'est d'une super bonne qualité, les photos sont jolies, il y a une sorte de liseré sur les pages tout est hyper classé, attirant. C'est vraiment très très agréable. Oui. Il y a Marie. Oui, j'ai une petite question. Personne n'a eu l'idée avant toi de faire ce travail sur le génocide en Angleterre. En Angleterre, personne. Déjà, comme je l'ai expliqué, c'est pas notre idée. Non, d'accord. C'était l'idée de Lucie Legrand, notre éditrice. Il y a une espèce d'encyclopédie de Jane Austen qui existe. Alors le nom, je sais que c'est un nom polonais comme le mien, mais j'ai oublié. Quelque chose comme Paul Pawlowski ou un nom comme ça, qui est sorti il y a, je dirais, au moins une vingtaine d'années, et qui est sans illustration et qui est par entrée, comme une espèce de dictionnaire, en 2 tomes. Mais ça n'a pas eu beaucoup d'écho. Mais de manière visuelle et ludique, comme la nôtre, non, effectivement, c'est un produit qui n'existe pas. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Jane Austen, c'est que, je trouve, il y a toujours des moyens de renouveler la façon d'entrer dans son univers, qui est assez extraordinaire. Et c'est vrai, tu as raison, ça n'existait pas encore. Et je pense que c'est ça qui a intéressé le marché anglophone et hispanique, parce qu'ils sont très demandeurs de produits sur la période Régence et Jane Austen en particulier. Et effectivement, ils n'avaient pas ça non plus. Donc, c'est français. Bon, Mathilde, tu peux te présenter, parle-nous de ce que tu as apporté. Alors, moi je suis donc toujours depuis tout à l'heure Lati Agnel. Donc je suis romancière et j'ai commencé à écrire ma première romance, c'est Les héros des Miss Darcy de Cœur à prendre. On est dans l'univers d'Orgueil et Préjugés. J'ai écrit cette romance pour moi parce qu'il me manquait quelque chose dans le livre d'Orgueil et Préjugés. J'avais envie d'écrire quelque chose qui m'appartenait. Donc j'ai pris des personnages que j'ai inventés et puis au fil de l'écriture où il y a beaucoup d'épistolaires dedans, j'ai inclus Miss Elisabeth Darcy, j'ai été mariée. Et c'est devenu une écriture qui m'a pris du temps, hein, ça m'a fait environ 2 ans et demi, parce que là je ne parle même pas d'imposteur pour moi, je parle de droit, je ne connaissais rien du tout, l'écriture, la publication, enfin. Et donc j'ai sorti ce titre donc au bout de 2 ans et demi. Donc Jane Austen, c'est quelqu'un que j'affectionne autant dans l'écriture que le personnage. Ma première lecture, en l'occurrence, moi, c'était Lady Suzanne, que j'ai adoré. J'adore tout ce qui est épistolaire, j'adore les courriers, j'adore les lettres, les échanges de lettres.
Et du coup, donc, je suis rentrée dans cette écriture par les plus grands des hasards, parce que j'avais envie d'écrire pour moi. Et puis, je l'ai publié avec un deuxième livre qui n'a rien à voir. Et puis là, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, enfin qui m'a d'abord écrit et qui m'a dit voilà, je suis chroniqueuse chez Émérite, on tient un webzine, je m'appelle Claire Saïm. Quelle est cette pirateuse qui a piraté mon e-book? Et du coup, on est resté en contact. Claire Saïm a chroniqué mes livres. On est resté très longtemps à se vouvoyer parce que moi j'adore le vouvoiement. Claire aussi, donc ça tombait bien. Et puis j'ai vu qu'elle tenait la page de Jane Austen Nothing Friends. Et le plus grand des hasards, c'est que la première personne qui m'a contactée sur Facebook, parce que je ne connaissais rien du tout aux réseaux sociaux, c'est Gwenaëlle Giray, qui a écrit avec Claire. Gwendoline, voilà. Et c'est la première qui m'a conseillé comment mettre en avant mon livre Les Roses, parce qu'elle avait dit que c'était du Jane. On avait le mot Jane Austen, comme Claire qui avait une alerte dès qu'il y avait un mot Jane Austen, enfin le nom de Jane Austen, on est ciblé. Et du coup, c'est incroyable que ce soit ces deux personnes qui m'ont aidé au départ dans le démarrage de mon écriture et de ma publication, et que elles aient sorti une encyclopédie visuelle dans laquelle je suis également citée. Donc ça, c'était ma plus grande fierté, de retrouver mon nom pas loin des leurs. Donc j'ai continué à écrire. La romance historique, j'adore avoir ces clins d'œil à Jane Austen. Toutes mes romances historiques ont des clins d'œil sur Jane Austen, mais pas que. Alors j'essaye de ne pas me mélanger parce que j'ai plein de titres. J'ai écrit une biographie romancée sur Jane Austen. Je voulais lui offrir son roman d'amour qu'elle n'a jamais lu. Donc c'est une biographie à la première personne du singulier. Je voulais m'imprégner de ce qu'elle a vécu. Alors moi, je n'ai pas lu de biographie sur elle, je me refusais à lire cette biographie écrite. J'ai lu quand même celle de son neveu, et j'ai lu aussi celle de Kate et Paul Ragg, qui a été diffusée. Ce sont des Français qui ont fait les analyses de ses écritures. C'est en 1904, je crois. J'ai adoré leur écriture, j'ai adoré comment ils parlaient, toute cette impression qu'ils m'ont projeté dans les univers de son écriture, dans les univers de ses histoires. Et du coup, ça m'a encouragée à écrire encore plus, à mettre des clins d'œil un peu dans toutes mes romances. Donc j'ai continué à écrire plein de romances. Ça c'est la première, ça c'est la dernière romance historique. On est sur Lord Bethany. Et Lord Bethany, c'était une écriture normalement normale, une écriture seule, un one-shot. Et au milieu de cette histoire, j'ai les personnages de Lady Rose qui sont venus m'embêter, qui voulaient absolument être là-dedans. Alors, Lord Bethany, c'est le rival direct de Monsieur Darcy. On ne peut pas faire mieux pour être dans l'univers de Jane Austen. Et du coup, c'est devenu le crossover de ma première écriture. Et j'ai continué à écrire, j'ai toujours ces clins d'œil, je lis toujours du Jane Austen, je regarde toujours du Jane Austen, j'adore les séries, tout ce qui peut se faire sur elle. Et dernièrement, donc j'ai sorti entre-temps, je suis hybride, je suis indépendante sur une grosse partie, je crois faire du 16 titres à moi. Et je suis également éditée aux éditions Prisma, comme mon cher et tendre ami Théo Lemâtre. Je sors des comédies romantiques chez Prisma, et chez Prisma, évidemment, il fallait qu'il y ait des clins d'œil de Jane Austen. Il était hors de question qu'il n'y ait pas de clins d'œil de Jane Austen. Donc, dans chaque romance, il y a des petits clins d'œil. Et la dernière romance qui est sortie, je parlais essentiellement de celle-là pour faire court, elle est sortie le 7 novembre dernier, c'est Le Chat de Rose Silibert. Et le chat, il a la particularité de s'appeler Monsieur Darcy. Donc il fallait... et ça lui va très bien. Alors il est un peu toqué, il n'a rien à voir avec notre héros d'Orgueil et Préjugés, mais voilà, et c'est un chat, mais en plus il est toqué, il a ses petits tocs. Voilà, et il fallait absolument que j'aie cette patte. J'ai besoin... moi, Jane Austen, je ne mange pas, je ne respire pas Jane Austen, elle est là, tout le temps. Et quand j'ai écrit sa biographie, la biographie romancée sur elle, ça m'est arrivé, je sortais de course, j'étais un peu rouge et je ne sais pas ce qui m'est passé dans la tête, et j'ai eu l'impression qu'elle me parlait, ce qui est complètement fou, se dire, il fallait que j'écrive quelque chose sur elle à la première personne, hyper culotté, une auteure indépendante, une petite auteure indépendante,
qui écrit du Jane Austen et qui commence sa romance à la première personne du singulier. Donc c'est elle, c'est presque. J'ai l'impression qu'elle tenait ma plume, même si j'ai aucune prétention d'écrire comme elle. Hein, mais elle était là, comme tu disais, d'avoir l'impression de l'avoir derrière soi. Enfin, moi j'avais l'impression qu'elle habitait mon bras, ma plume. Elle me donnait des conseils ou des fois non, je ne veux pas ça, donc on ne faisait pas. Hein. J'écoutais la chef. Et c'est vrai que cette écriture-là m'a forcée encore plus dans son univers, au point qu'en étant romancière, eh bien, j'ai dérivé sur l'artisanat et je crée évidemment plein de choses sur Jane Austen. Je crée des bijoux, enfin, ça ne m'arrête jamais. Des marque-pages de collection de Jane Austen. Enfin, je suis partie là-dedans et j'ai un plaisir fou à tout ce qui est historique. Déjà, je suis très attachée à tout ce qui est ancien. Et évidemment, en ayant une amie comme Claire dans son cercle, ça aide énormément. Et en plus, elle est de très bons conseils puisque c'est aussi, elle me relie, elle me donne des conseils. Quand je veux écrire quelque chose, je lui en parle et ça se monte très vite, on se comprend très très vite, ça va très vite dans nos têtes. Et généralement, je sais où je vais tout de suite. Donc voilà, pour la petite histoire, je ne me suis pas trop étalée. Mais mon plus grand plaisir, c'est de pouvoir écrire, de pouvoir partager ça avec les lectrices, parce que je me rends compte qu'il y a n'importe quel âge. Hein, c'est génial de pouvoir échanger sur cette période-là avec n'importe quelle personne. Mais en plus, d'avoir tissé des liens que je n'aurais jamais cru, comme avec Claire ou Karine, qui est aussi très importante dans ma vie littéraire, d'écriture. Je n'y aurais jamais été si je n'étais pas entrée dans ce métier de romancière, d'écriture. Enfin, Jane Austen a réuni quelque chose dans ma vie en plus de son personnage et de son écriture. Ça m'a permis de rencontrer des gens que peut-être je n'aurais jamais été. Quoi. Donc ça change aussi, ça change la vie, quoi, tout simplement. Ouais. Donc je vais éliminer la question quelle est son influence sur votre travail. J'ai l'impression qu'on a couvert celle-là. On est où pour le timing? Je fais de montre. 10 minutes grand maximum. Ok. Est-ce que vous avez des questions l'une pour l'autre? Ou est-ce que vous avez des conseils? Vous voulez dire quel est votre livre préféré et ce que chacune conseillerait aux participants qui veulent peut-être rentrer dans cet univers au moins un petit peu, peut-être pas jusqu'au bout. Alors moi j'ai dit Lady Suzanne, donc je pense que Il y a une question là. C'est pas une question, c'est simplement une remarque. Moi, mon roman préféré de Jane Austen, c'est Orgueil et préjugés. Je veux dire, et Darcy. Et donc, et la série qui va avec, The One, The Best, c'est celle qui a été faite par la BBC avec Chris Cooper dans le rôle de Darcy. Bien sûr. Quand ils sont... Ah voilà. Mais c'est pas canon ça. La chemise, c'est pas dans le livre. C'est pas grave. Et puis je voudrais parler de l'encyclopédie que j'ai achetée à ma mère l'année dernière, que j'ai dévorée aussi. J'ai vraiment adoré. Et j'avais pensé mes vacances à l'eau cet été en me disant bah, tiens, on ira sur les traces de Jane Austen, mais bon, il y a que moi qui suis passionnée par elle, donc ça n'a pas marché. Venir avec nous. Ah oui, alors là. Tu organises des tours? Pour répondre à ta question, je crois que ça a été répondu. Je crois que vraiment Orgueil et préjugés, c'est la plus jolie porte d'entrée. Pour dire 2-3 mots sur ce livre, c'est le tout premier qu'elle a écrit en fait. On nous dit ça, elle était très jeune, elle avait une vingtaine d'années, l'âge d'Elizabeth Bennet. C'est son tout premier livre. Elle a commencé un petit peu en parallèle Raison et Sentiment et Orgueil et préjugés, mais c'est Orgueil et préjugés qu'elle a fini en premier, que son père a adoré à l'époque et qu'il a cherché à faire publier chez un grand éditeur londonien. Malheureusement, il n'a pas lu le livre, il lui a renvoyé direct. Il s'appelle Thomas Cadell, on le déteste. Mais bon, c'est pas grave, elle s'est pas découragée. Mais après, il y a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, comme tu l'as souligné, changement de résidence, son père qui part à la retraite, qui décède. Il y a eu beaucoup de choses qui ont freiné son élan littéraire qu'elle avait eu dans sa vingtaine et qui
Pour reprendre l'expression de Virginia Woolf, elle a dû attendre d'avoir une chambre à elle, littéralement, pour retomber dans l'écriture. Donc quand elle a eu son cottage à Chawton, qui est aujourd'hui un musée, c'est là qu'elle a trouvé une espèce d'apaisement et qu'elle a repris l'écriture. Et c'est Raison et Sentiment qui a été publié en premier. Mais c'est toujours Orgueil et Préjugés le premier, et on peut dire que c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est quand même extrêmement rare d'écrire un chef-d'œuvre du premier coup. C'est pour ça que ça fait partie des œuvres qui marquent la littérature mondiale. On parle beaucoup d'histoire d'amour, mais il faut aussi comprendre, Bridget, tu seras d'accord avec moi, quand tu le lis en anglais, il y a beaucoup de portes d'entrée dans ce livre, et notamment un travail sur l'écriture qu'on n'a pas, nous, on n'a pas cette perception en français sur le fait, par exemple, qu'un mot peut partir dans différents sens. On a beaucoup parlé du style indirect libre qu'elle utilise et qui est une manière qui était très moderne d'écrire à l'époque. Aussi dans son texte en anglais, les gens qui connaissaient bien la littérature de l'époque reconnaissent aussi des influences qu'on a oubliées, qu'on a complètement oubliées aujourd'hui, dont on n'a pas du tout les rêves, comme on dit. Donc en fait, je dirais, pour reprendre l'expression de Raymond Queneau, c'est un oignon son livre. Chaque fois, il y a une pelure à enlever, et nous, on voit peut-être l'influence, comme tu disais, la série BBC, elle est super. Mais elle a peut-être biaisé le regard qu'on a sur ses œuvres. C'est vraiment des œuvres extrêmement importantes de la littérature, parce que non seulement elles ouvrent la porte à des femmes écrivains, et elles ont une langue particulière, ces œuvres. Un style, en fait, je crois que c'est ça la marque d'un grand écrivain, c'est les mots, on les connaît tous, on est tous capables d'utiliser les mots du dictionnaire, voilà. Mais trouver sa voix, trouver son style, quelque chose qui te caractérise, oui, comme tu dis Lati, à la plume, il faut imaginer l'inconfort que c'est. Le coût aussi que ça coûte cher le papier, tu peux pas juste copier-coller, effacer, c'est un véritable exploit, et peut-être qu'elle était même dyslexique, il y a quelques études là-dessus, elle fait beaucoup de fautes d'orthographe, Jane Austen, dans ses textes. Donc je pense qu'on oublie ça aussi maintenant quand on regarde une adaptation et qu'on se dit c'est chouette, voilà. C'est vraiment un grand écrivain. Et elle est sur les billets de 10 pounds en Angleterre, et ça c'est un honneur qui n'est pas réservé à beaucoup de gens. Et voilà, donc pour les Anglais, pour les Britanniques, il y a les légates de Shakespeare quand même. Donc c'est un écrivain immense. Au-delà de l'aspect aussi dont Marie a parlé tout à l'heure, qu'elle est précurseur de la romance, mais elle est précurseur de beaucoup de choses en fait. D'une nouvelle façon d'écrire, d'aborder le roman, qui est un genre aussi dénigré à l'époque, comme la romance l'est actuellement. Écrire un roman, c'est très mal vu à l'époque. Écrire des sonnets, écrire des sermons, écrire des pièces de théâtre, c'est chouette, mais écrire des romans, c'est vulgaire. Donc ça aussi, c'est un aspect qu'on a perdu. Et les lire, elles se cachaient un peu, les lire, femmes à l'époque. Les écrire, c'est pas bien, voilà. Donc, et c'est tout ça aussi, Jane Austen. Donc, oui, Marie. Après ce premier refus d'éditeur, elle a fini par trouver un éditeur. Je pense que non, mais je veux dire, oui, ça s'est passé comment? C'était assez vite. Écoute, comme je le disais, elle n'a pas pu reprendre l'écriture avant longtemps parce qu'elle a eu de gros problèmes dans sa vie personnelle. Et à un moment donné, en fait, ses œuvres, elle les lisait en famille. Le soir, c'est une famille où on écrivait, où on lisait beaucoup. Sa maman écrivait beaucoup de sonnets. On pense que sa maman était probablement haut potentiel. C'était la nièce d'un directeur de l'université d'Oxford, dont on a retrouvé la correspondance et qui avait dit de sa nièce « c'est la personne la plus intelligente que je connaisse ». Donc on pense que déjà elle a grandi dans un univers très intellectuel, et c'était une habitude d'écrire des petites pièces de théâtre, des poèmes. C'était une façon de faire des petits cadeaux. Elle écrivait des petits cadeaux, c'était des poèmes qu'elle offrait. Et elle a toujours fait ça, donc elle lisait ses productions, et la famille adorait, il y avait de très bons retours. Et à un moment donné, c'est son frère Henri qui a décidé de lui donner un petit coup de pouce, d'activer ses réseaux, et bizarrement, c'est
un éditeur qui était spécialisé dans la littérature militaire, qu'il a publié en premier, parce que c'était une connaissance de son frère. Et c'était donc Raison et Sentiment, et puis après ça s'est enchaîné effectivement, mais elle était déjà malade à l'époque, elle ne le savait pas. Donc elle a mené de front la réécriture de ses livres, leur publication, et l'écriture de ses romans. Après tout s'est enchaîné, les autres qu'elle a pu écrire et commencer, parce qu'il y en a deux notamment qu'elle a commencé qui n'ont jamais pu être achevées. C'est Sandy Todd, qu'on connaît un peu mieux maintenant grâce à une série télé, et un autre qui s'appelle Les Watson, dont l'héroïne s'appelle bizarrement Emma Watson. J'ai toujours rêvé de voir une adaptation de ce truc avec Emma Watson, l'actrice, ça aurait été génial. Et puis elle a écrit aussi, comme tu disais Lati, Lady Suzanne, qui commence aussi à être un petit peu reconnue comme un roman, on va appeler ça une novella. Et elle a écrit des poèmes qui ne sont pas publiés chez nous en France. Elle a écrit des petites pièces de théâtre. Et les Juvenilia, ce sont des écrits de jeunesse qu'elle a recopiés. Alors, elle a toujours écrit, mais avant, on jetait les productions dans la cheminée. On peut penser qu'elle a jeté beaucoup de choses. Par exemple, Orgueil et Préjugés, il ne fait qu'un tiers de ce qu'il faisait au départ. Elle a supprimé énormément. Ouais. Donc, Avoir le deuxième temps. les Juvenilia, c'est une sélection de petits textes qu'elle a choisi elle-même de garder et de recopier dans 3 carnets qui sont aujourd'hui dans des librairies universitaires en Angleterre. Et c'est assez extraordinaire de se dire qu'elle a bien voulu garder ça, parce qu'elle a dû jeter tellement. Elle a peut-être jeté la scène avec la chemise. C'est probable, ouais, sûrement. C'est Et sûr. elle a soufflé après, elle a l'air d'être. Je pense que tu as raison. Ouais. Elle a dû souffler, elle a dû merci. Non, c'est sûr que moi aussi j'adore ma série préférée, c'est cette série Pride and Prejudice 95. Mais je voulais aussi dire que j'ai beaucoup aimé aussi le film 2022 de Emma avec Anna Joy. Anna Taylor-Joy. Je trouve que ça apporte quelque chose de très moderne, de très frais, et aussi on comprend un petit peu Mr. Woodhouse. Quand on le voit dans d'autres séries, c'est juste un vieux qui est un peu casse-pied, et là on le comprend. On voit qu'il a peur de la pneumonie, qu'il a des allergies, on le voit sous un œil complètement différent, et même oui, c'est ça. Et dans les autres adaptations que j'ai vues, ça n'a pas été pris en compte. Et je trouve que là, on voit aussi plein d'autres personnages de façon un peu caricature. Mais je trouve différente des autres versions. Donc je rentrais pour regarder ça.